Depuis mes débuts en tant que mannequin, et ce jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vu, dans les défilés de haute couture, des tissus, des robes ou des bijoux d'inspiration africaine. Que ce soit chez Marc Jacobs, Valentino ou encore Yves Saint Laurent. Mais pourquoi l'imaginaire africain est-il aussi ressourçant pour les créateurs? Je vais poser la question à mon ami et mentor, Monsieur Jean-Paul Gaultier. Hello, comment vas-tu? Ça va? Ravi de te voir, écoute. Bienvenue. Merci. Bienvenue ici. Merci. Bon, c'est pas l'Afrique, mais c'est la rue Saint-Martin. Vous aimez pas trop tout le temps parler de vous, mais moi, ce que vous m'avez inspiré depuis des années, ça fait 24 ans que je suis dans la mode et vous avez été un des premiers à croire en moi. Et j'ai remarqué dans vos défilés que vous avez souvent des femmes noires et que vous avez toujours été inspiré par l'Afrique. Est-ce que vous avez dû apprendre la culture de différents pays africains? Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai toujours, si tu veux, je me suis toujours intéressé à ce qui se passait. Je suis allé un petit peu en Afrique, je suis allé au Sénégal, justement avant de faire ce défilé, et j'ai vu des choses extraordinaires, quoi, des choses extraordinaires, des gens extraordinaires, une élégance. Et donc, toute cette élégance-là, cette beauté de la peau qui fait permettre de faire marier toutes les couleurs, m'a donné plein d'énergie. Et puis alors attends, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la beauté d'une part humaine qui est primordiale, l'élégance humaine et le naturel, la dégaine, l'allure, la gestuelle, mais aussi l'art africain. Toutes les créations, toutes les inventions qu'il y a eu, c'est assez extraordinaire, c'est même totalement extraordinaire. Ah, ça me fait penser qu'il y a une fois où j'avais été inspiré, il y a très longtemps, là de l'Afrique, parce que j'avais vu à Barbès, dans ce quartier, c'était l'hiver, et j'avais vu une femme, elle était avec son turban imprimé, elle avait un pardessus d'homme qu'elle avait dû trouver, ou qu'on lui avait donné, ou que c'était à son mari, par-dessus son boubou, complètement imprimé. Et j'ai trouvé magnifique le fait de continuer sa culture et donc ses traditions africaines, et les mélanger avec ce par-dessus d'homme et tout. Mais c'était parfait, quoi, parce que c'était vraiment le mélange de deux cultures. Et j'en ai fait toute une collection, mélangeant dandy avec Afrique. Il est temps de découvrir à quel rythme vit la mode du continent noir. Nous nous concentrerons sur 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous irons découvrir le travail d'un maximum de stylistes. Puis, nous réunirons leurs créations pour un photoshoot qui se déroulera au Maroc. Je désire comprendre en profondeur les rouages qui régissent la mode en Afrique. Pour cela, je dois partir de la matière première, à savoir le coton. L'Afrique produit du coton en masse. 400 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire, 260 000 pour le Cameroun. Cela représente des millions de producteurs, petits et grands. La production est encore à 100% bio et le coton est de grande qualité. Mais, problème, l'Afrique de l'Ouest exporte 95% de sa production. Car pour être utilisable, le coton doit être égrené et filé. On ne compte plus qu'une dizaine d'unités de transformation en Afrique de l'Ouest. Le constat est d'autant plus amer qu'il y en avait encore une quarantaine au début des années 2000. Je me rends à Bouaké, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la manufacture de Gonfreville. Sur ce site, on traitait le coton, de la filature à la confection. Aujourd'hui, le lieu est devenu fantomatique. Le journaliste Tidiane Traoré me dresse le bilan. Ça fait combien d'années qu'elle a fermé cette usine? Alors, l'usine, au départ, ERG, établissement Robert Gonfreville, a fonctionné jusqu'en 1993. 1993. Et elle a été construite en quelle année? Dans les années de la politique d'industrialisation, donc c'est dans les années 1900. Et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient ici? Autour de 4000 personnes. Ah oui, quand même. 4000 personnes, ouais. Ah oui, un village, quoi. Un village, quoi. Un beau monde, une bonne communauté. Et c'était pas que les Ivoiriens, c'était aussi la communauté de l'Afrique de l'Ouest en général. C'était des employés qui venaient de tous les pays. Tous les pays limitrophes, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, tous les pays en général d'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi l'usine, elle a fermé? Je pense qu'il y a eu une bonne crise dans les années 80.
Le secteur du coton n'a pas été épargné. Le coton, malgré la bonne production, n'a pas été un produit prisé par les gouvernants qui ont choisi le café, le cacao et l'EVA au détriment du coton. La volonté ici, c'était de traiter 100% du coton. C'était l'ambition aussi de créer une usine dans une ville comme Bouaké dans une telle dynamique. Et tous les hôtels de la place prenaient leurs serviettes de table, leurs serviettes de bain. Tout sortait de l'usine Gonfreville. Et vous n'imaginez pas ce que Gonfreville représentait quand on faisait les semaines culturelles où on devait présenter nos produits. On était fiers. On était fiers. Made in, pas Africa, mais Made in Bouaké à la limite. C'était très beau. Et aujourd'hui, on est obligé de faire fi de tout ça parce que simplement, les gouvernements n'ont pas compris qu'à travers le coton, il y a toute une culture qu'il fallait promouvoir et que ça dépassait nos frontières. Aujourd'hui, Gonfreville a été scindé en 3 à 4 entreprises avec autour de 100 personnes, 100 emplois donc, au lieu de 4000 qu'il y avait dans les années 80. C'est beaucoup d'emplois, c'est une crise qui ne dit pas son nom parce que 4000 personnes sur les carreaux, c'est dommage. Et là, il n'y a qu'une usine, mais il y en a plusieurs qui ont dû fermer dans les alentours. Toutes les usines qui travaillaient dans le coton aujourd'hui ont fermé. Quels sont les pays concurrents à la Côte d'Ivoire en production de coton? On est parmi ceux qui produisent le plus en Afrique. Mais les grands concurrents, c'est des pays qui sont sur d'autres continents. Les États-Unis, je vais parler de l'Inde, je vais parler de la Chine. Oui, et en plus, eux, ils le traitent directement dans leur pays, donc... Parce qu'ils ont l'infrastructure pour ça. Je pense qu'il faut une bonne campagne, il faut une bonne politique d'industrialisation et d'investissement dans ce domaine. Dès l'instant où notre pays est grand producteur de coton, il faut que l'infrastructure accompagne. Il faut qu'on puisse transformer ce coton. Donc il est question pour les autorités d'ouvrir l'infrastructure, de créer des usines afin que notre grande production soit transformée sur place, ce qui ferait une plus-value. Ça ferait combien d'emplois si on exploitait 20% de la production? On était à 4000 alors qu'on exploitait à peine 5%. Alors si on passe à 20%, ça va nous faire 60 000 emplois. Ah ouais. Que pour Gonfreville, que pour Bouaké. Que pour ici. Ouais. La Côte d'Ivoire devrait avoir une politique commune pour pouvoir vendre mieux notre coton et puis pérenniser. Malheureusement, pour le moment, chacun prêche, on va dire, pour sa propre paroisse et ça a du mal à décoller. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué les origines de cette usine et pourquoi elle a fermé. J'espère que de tout cœur qu'un jour, elle reprendra vie, cette usine. On espère tous, on croise les doigts. Bon, on ne peut pas parler de mode sans partir de la base du coton. Eh ben oui, donc merci. Voilà pourquoi on est là. Merci pour cette reconnaissance. Merci bien. Merci. Effectivement, la Côte d'Ivoire perd beaucoup en ne travaillant pas elle-même sa matière première et se voit dans l'obligation d'importer. Nous allons désormais au sud de Bouaké, dans le petit village de Tunzwebo. J'ai rendez-vous avec le styliste, Aristide Loua, qui vient ici chercher tissus et matières. Tout le village est dédié au tissage, qui est à la base de 95% de ses ressources. Donc c'est ici que tu prends ton tissu pour tes beaux vêtements. Oui, exactement. C'est ici, dans ce village, à Tunzwebo. Et là, on est en présence du chef des jeunes qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Et là, c'est la première étape. Oui, là, c'est la première étape. Ici, par exemple, vous voyez le fil. Ouais. C'est le fil qui provient des usines industrielles, si on veut dire. D'accord. Voilà, et on déroule le fil. On déroule le fil selon le nombre de bandes qu'on veut faire. Pour le pagne. Voilà, pour le paille. Parce que pour chaque type de paille, il y a un certain nombre de bandes qu'il faut respecter. Voilà, sinon, c'est la première étape, très sportif. Ouais. Voilà, ça nous permet de rester toujours en pleine forme. Ouais. Voilà. Et là, il y a combien d'allers-retours?
Vous savez à peu près parce qu'il y en a... C'est difficile à dénombrer, hein. C'est difficile à dénombrer. Mais ce que je sais, on a essayé une fois de faire des calculs. Celui qui finit de dérouler un rouleau, il peut parcourir, oui, il peut parcourir une distance 30 km, 35 km. Oui. Oh, wow. Et ça, ils le font en une journée? Les plus rapides même peuvent faire 2-3 rouleaux par jour. Mais non. Oui. Donc 60 km. Voilà. Pour Aristide, l'avantage de ces confections artisanales tient dans le fait qu'il peut proposer ses motifs personnels. Oui, justement, ce village, je l'ai choisi parce que c'était comme le destin, parce que je partais d'un autre village. Il y a une dame dans le taxi qui m'a dit « Ouais, justement, il y a un autre village qui fait le meilleur pain dans la région. » Donc, j'ai choisi de m'arrêter là et j'ai rencontré tous ces artistes, tous ces artisans. Et toi, tu viens en chercher souvent du tissu ici? Oui, beaucoup souvent. On dessine nos propres motifs, on choisit nos propres couleurs. C'est ça qui est très, très intéressant. Beaucoup de fils. Voilà. Et il va falloir trier selon le motif qu'on veut faire, les placer par nombre. Et c'est avec ces nombres-là qu'on va créer le motif même du pain. Donc voilà. Tout est à l'œil. Tout est à l'œil. C'est pour ça qu'on parle du travail d'orfèvre. Wow. Voilà. Un véritable travail de fourmi. Moi, je trouve ça excellent. Donc là, on va à la troisième étape. Et là, au fait, le fil nous permet de savoir le motif qu'on va faire à la prochaine étape. Et quand tu regardes, tu sais quel nom on peut attribuer à ce pain. Déjà avec Donc, ça, chaque pagne a un nom? chaque pain a un nom. Par exemple, un nom de pagne? Il y a le traditionnel Béni Tiagnon. Béni Tianan. Traduction littérale, voilà, la mer est unique. Oh, Voilà. très beau. Ah, c'est Traduction littérale, la mer est Bonjour unique. mesdames. Il y a des motifs qu'on peut faire 3-4 par jour. Il y a des motifs même tu peux passer une journée là-dessus. Il y a des motifs tu peux passer 2 jours là-dessus. Ah ouais. Oui. Et là, il est en train de faire un pain. Comment on appelle ton pain là, le pain que tu es en train de faire? Jolie femme. Jolie femme. La clama. Ah. Ta loi clama. Jolie femme. Voilà. Ouais, c'est ultra minutieux. Tout est artisanal, quoi. Tout ça, c'est tenu par des fils. Par enfin, des fils, tout est artisanal. et naturel. Tout est naturel, tout se fait au village ici. Mais il va d'une vitesse. Non, mais il y a combien de mouvements pour faire tout Vous voyez ça? que le corps entier travaille. Voilà, on travaille de la tête jusqu'aux pieds. Merci à vous de nous avoir expliqué toutes ces étapes, ce travail, cet amour, de génération en génération, cette histoire de ce beau Merci à village. vous et vous avez les clés du village. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. C'est génial de venir dans un village comme ça et ça donne encore plus d'authenticité à ton produit et de nous avoir emmenés là où tu vas chercher ton tissu. Merci beaucoup à toi. C'est avec un grand regret que nous devons quitter ce village dont il émane une atmosphère presque irréelle et hors du temps. Nous prenons la route en direction de la capitale économique du pays, Abidjan. C'est dans cette ville, qui connaît une urbanisation galopante, que nous retrouvons Aristide. Le jeune styliste a d'abord étudié la finance à New York, avant de revenir au pays pour y créer sa marque. Il nous emmène dans un concept store afin de nous présenter ses tenues. Kente Gentleman. Oui. Pourquoi? Alors, Kente, parce que c'est un clin d'œil au pain Kente. Ouais. Ici, on appelle le pain Kita, mais dans le pays anglophone, c'est le Kente. Et donc, du coup, c'est un clin d'œil à ça. Et puis après, Gentleman, ça rime avec Kente. Et ça, quand on entend Gentleman, on parle d'hommes qui s'habillent bien, qui sont élégants, charmants. Donc, comme toi, quoi.
Merci. Et donc du coup, voilà, Kente Gentleman, tout simplement. Ouais, j'adore le nom. C'est vrai que quand on le dit, Kente Ouais. Gentleman, c'est Exactement. sexy quand même. Exactement. J'ai vu que tu faisais beaucoup de pièces pour hommes. Oui, on fait des pièces pour hommes, mais aussi des pièces pour femmes, comme cette pièce par exemple, qui est là, qui vient de la nouvelle collection. C'est un J'adore. petit crop top avec des zippers à chaque manche. Et en fait, moi j'aime le look qui est très contemporain, donc je travaille avec des pagnes entre guillemets traditionnelles, mais j'aime apporter des coupures contemporaines, modernes pour donner un look. D'où le edgy. cours, surtout en ce Exactement. moment, ça revient à la mode. Toi qui as fait tes études à New York, pourquoi tu t'es pas installé directement là-bas? Non, justement, pour moi, c'était très important de travailler ici, au fait, parce que je préfère travailler avec des artisans locaux, Ouais. des tailleurs locaux, des artistes locaux, pour apporter une plus-value à leur travail et aussi pour montrer que les gens d'ici sont capables de faire des très belles choses. Mais je trouve ça génial qu'un jeune comme toi revienne sur son continent, dans son pays, et crée une marque. Je trouve que c'est très valorisant pour l'Afrique et ça apporte de la jeunesse à ce continent et de la niaque. Exactement. Et donc, du coup, tu vends aussi à New York? Oui, j'ai des partenaires à New York avec lesquels je travaille, parce qu'on vend beaucoup aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Turquie, donc... En Asie aussi? Ouais, au Japon surtout. Tu vends bien ici, en Côte d'Ivoire? C'est ça le vrai challenge parce qu'il faut avoir la population locale, consommer local. Bah oui. Et le vrai challenge, c'est ça au fait. Et justement parce que la plupart des gens ici ou dans la sous-région aiment consommer ce qui vient d'ailleurs. Et c'est ça notre vrai challenge, les inciter à acheter ce qu'on produit ici. Et tu penses que ça change? Je pense que la mentalité change au fait. Au fait, lorsqu'on voit que ça marche très bien à l'international, les gens veulent s'en approprier aussi. Bien sûr. Donc, de Bien toute sûr. façon, le résultat C'est- final, c'est ce qui est intéressant. Le résultat, c'est qu'il faut qu'on consomme local, au fait. Mais même là, on descend parce que je vois de tes photos là. Exactement. Franchement, il y a des photos, c'est digne de magazine. Hein. Ouais, Moi, merci. j'adore ce look, mais il est super ce look. Ouais. Franchement, le mélange, quand on voit comme ça la chemise bleue, on est d'accord que c'est 3 pièces. Ouais, c'est 3 pièces, oui. Non, mais le La mannequin, veste, il s'est posé, ouais. le décor et tout, j'adore. Exactement. C'est très new-yorkais, ça, d'ailleurs, Exactement. avec la brique. C'est pour pour rappeler d'où tu viens? Exactement. Au fait, cette collection-là, c'était l'hiver dernier. Et C'est ça super s'appelle beau. Afropolitain. Afropolitain qui veut dire quelqu'un qui a des origines africaines, mais qui voyage beaucoup. Ah. Qui a aussi une double, voire triple culture. J'adore. Le pantalon, J'adore le chemise. mélange. J'adore. Alors, est-ce que tu veux bien me prêter des pièces? Ah, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et moi, j'ai envie d'essayer ça. Ouais. La jupe, ça va pas avec, mais je trouve ça quand même pas mal, quoi. Ouais. Tu mets un C'est une beau pièce, collier en exactement, dessous. c'est une pièce, Qu'est-ce que tu mettrais marche avec bien. ça pour le... Oui, Pour les photos. un pantalon bleu nuit ou un chino ou un jean. Et donc voilà. Non, mais ça, je me Voilà. retrouve dedans. Moi, j'adore cette veste parce que ça fait androgyne, ça mélange les styles. Ouais. Je vais te la prendre Y a pour pas de mon souci. shooting. de Merci. souci. Ça, j'aime bien, j'aime tout. Donc, il faut quand même... Je vais pas tout vider parce qu'il va falloir que tu fasses... Ah non, vas-y, prends tant que tu veux. Je conseille aussi celui-là. C'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Hein. Je t'embrasse. Je suis trop contente. À peine le temps de dire au revoir à Aristide que nous partons à Dakar. Cette ville portuaire, qui s'ouvre sur l'Atlantique, bénéficie d'une position privilégiée. Située à l'extrémité occidentale du continent, elle est un point de jonction entre Europe, Amérique et Afrique. Elle concentre aujourd'hui 80% des activités économiques du Sénégal. Nous allons à la rencontre d'Aïssa Dione. Cette dernière, surnommée la reine du tissu sénégalais, est à la fois une artiste affirmée et une formidable entrepreneuse. Ce qui fait sa force, c'est qu'elle a pensé l'ensemble de la filière tissu. Cela fait maintenant 30 ans qu'elle a créé son entreprise, nommée ADT, traduisée par Aïssa Dione Tissu. En se positionnant sur le tissu d'ameublement, Aïssa tente de lutter contre les exportations massives du coton africain. Là, j'ai une odeur
de bois. On est rentré dans votre atelier. Suite à notre décision de réorienter notre industrie textile vers l'ameublement et la décoration, il devenait évident qu'il fallait monter une menuiserie pour pouvoir produire des canapés, des tables et tout ce qui est nécessaire à l'aménagement d'une maison au Sénégal. Ce qui nous a amené à monter la menuiserie que vous voyez ici. Et les tissus fabriqués ici, bien sûr. Ah, bien sûr. Ici, il n'y a pas un seul tissu qui n'est pas fabriqué ici. Hein. Donc, tout est made in Sénégal entièrement de A à Z. Alors, après la menuiserie, donc le tissage. Aïssa a grandi et fait ses études en France. Puis elle a choisi de s'installer au Sénégal. En démarrant son aventure entrepreneuriale ici, elle a prouvé que la fatalité n'existait pas et que le savoir-faire made in Africa peut s'exporter de par le monde. Et les clients d'Aïssa ne sont pas n'importe qui. Christian Lacroix, Louis Ferraud, Paco Rabanne ou encore la maison Hermès lui ont commandé des tissus. J'ai eu de multiples raisons de quitter la France, de vouloir quitter la France et de retrouver mon père, parce que je ne le connaissais pas. Donc je l'ai retrouvé au Sénégal. Et quand j'ai regardé, j'ai observé le tisserand traditionnel, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas du tissu d'ameublement? Et à l'époque, il y avait 100% du tissu d'ameublement qui était importé. Et vous avez combien d'employés ici? Pratiquement 100. Ah oui. Avec, il y a des externes également. Il y a des tailleurs, il y a des teinturiers. Donc on a pratiquement 100 personnes. 100 personnes. Voilà. Est-ce que les motifs ont une signification sur vos tissus? Pas tous, parce qu'en fait, je design à ma manière certaines choses, mais beaucoup sont inspirés de motifs traditionnels, comme celui-ci qui est inspiré d'un motif traditionnel du Nigeria. Mais en fait, je développe, je ne recopie pas le traditionnel. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là, tiré comme ça? Il est en train de séparer les fils. Chaque passage de navette, le dessin se forme. Plus on a de bâtons attachés avec le nylon comme ça, plus le dessin est complexe. Est-ce que vous avez des propositions à me faire? Absolument. Je crois un peu trop de propositions d'ailleurs. Alors, montrez-moi. Ça, c'est notre emblème ici, le peigne, puisque c'est le peigne à tisser. Bah alors, déjà, celui-là, comme ça représentera bien votre marque. Le rouge, moi, je le trouve extraordinaire. Il peut y avoir un vert. Ah, oh là là. Ce que je vais prendre. Le rouge, le peigne et un peu de couleur. On va prendre celui-ci. On ne peut être qu'admiratif de la carrière de cette femme. Rendez-vous est donné dans sa maison, qui fait également office de galerie d'art. Loin du vacarme de l'usine, Aïssa me fait part de son expertise. Donc ici, il n'y a pas de filière. Il n'y a plus de filière. Toutes ces choses-là existaient et ont disparu depuis, disons, dizaine d'années. Et on fait partie d'un système qui est très compliqué parce que c'est en fait des fripes qui ont créé à la chute du secteur textile. Donc, partant d'un bon sentiment, l'on donne nos vieux habits à Emmaüs ou alors on veut faire des dons. Tout est envoyé pour rien en Afrique. Du coup, la production textile s'écroule. Parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux acheter en moins cher, du coup. Mais parce que les choses arrivent pour rien, moins que zéro. Donc, vous pensez qu'il faudrait arrêter ça? Oui, carrément. Et combien d'emplois seraient créés si on remettait les usines en route? Alors vous avez qu'au Sénégal. Vous avez tout le secteur des ouvriers textiles qui créent du tissu. Ensuite, vous avez les tisserands. Ensuite, vous avez les couturières, la confection, les tailleurs. On parle d'environ 50 000 personnes. Donc rien qu'au Sénégal? Rien qu'au Sénégal. Ce qui, évidemment, aiderait beaucoup à freiner les migrations des jeunes à partir du moment où ils trouvent un emploi qui les fait vivre. Mais si ces jeunes-là ne sont pas formés, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est tout un système. Donc, l'éducation se concentre sur les matières universitaires, littéraires. Je ne suis pas contre, mais il n'y a pas de matière technique. Nous avons peut-être 2 ou 3 écoles techniques à Dakar, alors qu'il en faudrait peut-être, 50.
Ce qui fait que les matières premières s'exportent et du coup, les matières grises aussi, et puis les matières des savoirs des gens aussi, ils exportent leur savoir. Il faudrait pouvoir fédérer les savoir-faire d'Afrique de l'Ouest qui sont extraordinaires et pouvoir les proposer sur les marchés internationaux et sur les marchés nationaux. Peut-être que le tissu est un peu trop marqué, style africain. Il n'y a pas de question d'africanisme, parce qu'en fait, le terme africain ne veut rien dire en réalité. En fait, l'Afrique n'existe pas. Il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, toutes opposées les unes les autres, avec aucun commerce entre elles, pratiquement nul. Elles ne s'entraident pas, elles se concurrencent. Donc je ne sais même pas pourquoi on parle d'Afrique en fait. Et vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir? Je suis entre les deux, disons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chaque jour, dans l'entreprise, on ne sait pas si on va tenir ou pas. C'est quand même sans bouche à nourrir, là. Ouais, c'est ça, exactement. On ne sait jamais. On ne sait pas. On est tout le temps dans l'incertitude, tout le temps dans les stress. Est-ce que vous en faites votre combat? Oui, c'est mon combat. De toute façon, moi, maintenant, j'ai plus le choix. C'est obligé. Et l'entreprise Aïssa Dione dans 10 ans? Multinationale? C'est tout ce qu'on vous souhaite. En montant une grande entreprise, tout en utilisant des techniques de tissage précolonial, Aïssa envoie un message fort et extrêmement positif. Je veux désormais découvrir quelles sont les techniques ancestrales de fabrication des tissus africains. Pour cela, nous nous rendons à l'ouest du Cameroun, dans la région de Grassland, où est confectionné un tissu millénaire, l'Ndop. Un historien des civilisations, Flaubert, nous amène dans un village, à la rencontre des artisans. Alors les dames, ces Amazones de la broderie du Ndop, comme vous pouvez les voir, le travail est un travail artistique. Cet art qui se transmet de génération en génération et généralement dans des familles. Ici, nous sommes par exemple dans le cadre d'une famille, et une famille qui constitue un atelier. Vous pouvez voir que des plus petits, des nourrissons, des nourrissons, jusqu'aux juniors, comme celui qui est en train de faire la matière première devant nous là. C'est quoi ça? Ça, c'est du raffia. Fibre de raffia. Le raffia, c'est l'arbre qui donne comme branche du bambou. C'est cette partie que le petit est en train d'extraire là, c'est raffia. Il arrache une feuille, les feuilles là, qui vont au sol. Et sur ces feuilles, tu vois, il essaie d'enlever cette fibre qui est solide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se mélange avec... Mais j'ai l'impression qu'elle devient solide quand elle sèche. Parce que voilà, là, maintenant, quand il fait, tu vois, il traîne sur les pieds. Après, ils vont laisser sécher. Moi, je vais apprendre un truc. Voilà, tu peux la prendre. Déjà, cette côte-là, il va dans les bouts, tu vois. Attends, il prend le bout. Ah, voilà. Il sort juste cette fibre. Oh non, c'est raté. Elle va pas le vouloir après. Ouais. Ah non, il est en train de... Vous voyez sur son pied là, c'est la liane. Ils vont laisser sécher. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs motifs? Est-ce que c'est tous les mêmes? Ou là, c'est typique à cette famille? Non, il y a plusieurs motifs. Chaque cotonnade aura au finish sa spécificité. Par exemple, vous verrez des symboles, par exemple, comme le losange. Le losange, c'est la matérialité du ventre du crocodile. Et le crocodile, c'était un animal hyper fécond. Et ça symbolise aussi la verge de la femme. Ah, c'est vrai. Et maintenant, en tant que père de famille, vous verrez des signes, par exemple, comme les cercles concentriques-là, qui peut montrer soit la lune, les étoiles. Le père, lui, il est le garant. C'est lui qui a un regard sur la vie sociale et religieuse de la famille. Il est l'interface entre les ancêtres et les vivants. La sang se façonne aussi. C'est un malin, hein?
Ouais. Donc c'est ainsi le ndop est au-delà d'être un vêtement et également un outil culturel et culturel, religieux et culturel. Ok, bye bye. Au revoir. Au revoir. Après cette étape, le tissu ndop est envoyé dans le nord du pays. Il passe là-bas la phase de la teinture, avant de revenir dans les villages du Grassland. Alors ici, on peut bien découvrir, voilà, une fois que la cotonnade est défaite de sa liane, on a là tous les motifs qui ressortent. On parlait de la cosmogonie des astres. Là, vous avez la lune, hein, les astres. Vous avez là le fameux losange. Là, le tissu est prêt à l'utilisation. Chaque pièce, vous avez pu le voir. Bien sûr. Le revers, son caractère unique n'est pas discuté. Ouais. C'est-à-dire qu'au regard du motif, au regard des mains qui sont mises à contribution pour les réaliser. Là, je vois, il faut avoir le coup de main, quoi. Moi, si je fais du couteau, je déchire tout. Vous avez appris toute seule? Votre maman faisait la même chose? Oui. Oui. Et en fait, c'est tout le village qui fait ça. Donc, il faut dire que ce quartier est célèbre pour ce travail de défaire une fois que les cotonnades sont revenues. Merci beaucoup de nous avoir expliqué le processus de fabrication du ndop. Voilà, je pense que c'est tous ces saines mains qu'il faudrait sincèrement remercier. Parce que grâce à ces mains, on a pu conserver ce savoir-faire. Et quand on voit des jeunes dames qui peuvent se mettre encore à l'épreuve pour préserver ces savoir-faire, on pense encore que le patrimoine africain a encore beaucoup de bonheur devant lui. C'est très bien dit. Le ndop est l'un des fondements de la culture régionale. Et si son savoir-faire remonte à la nuit des temps, il inspire encore les artistes avant-gardistes. Je fais ainsi la rencontre de Guillaume Yanga, qui a peint la tour d'un hôtel dans la ville de Bafoussam, située à quelques kilomètres à peine des villages des brodeuses ancestrales. Et cette façade, qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente le tissu ndop. Parce que quand vous voyez le dessin là, c'est pas seulement fait comme ça. Ça signifie beaucoup de choses. Quand je regarde le tissu ndop, c'est comme si ça communiquait avec moi. Mais il y a quelque chose de très fort que je ne peux pas expliquer. Nos ancêtres ont fait ça, leurs ancêtres ont fait ça, les ancêtres de leurs ancêtres ont fait ça. Et là, j'ai réalisé ça avec 3 pinceaux. Un petit seau de 3 litres, 3 pinceaux. J'avais pas besoin, comme tu vois là, j'avais pas besoin du crayon. Moi, je passais seulement. Donc en fait, tu rentres un peu dans un rituel, dans une transe, et tu es dans ton monde, et tu peins, et tu prends de ton corps et tu peins sur la façade. Et là, peut-être, j'ai dit aussi merci à mes ancêtres. Parce que c'est sûr que c'est grâce à eux qui me donnent cette vision. Bien sûr. Oui, c'est grâce à eux. Je leur dis vraiment merci. J'ai dit mes ancêtres. Donc pour moi, tu portes le ndop en toi, quoi. Ouais, je le porte en moi. Franchement, ça donne de la gaieté, ça se marie bien avec les couleurs du Cameroun, la terre rouge, le vert qui est vraiment prenant ici et ce ciel bleu magnifique. Moi, je trouve que ça donne du charme intense à cet hôtel. Et franchement, bravo, bravo. Ok, merci. Merci à toi. Merci aussi. L'hommage qu'a rendu ce peintre à la tradition me donne naturellement envie d'insérer du ndop dans mon shooting final. Il est d'ailleurs temps de récolter plus de vêtements à cet effet. Nous reprenons la route pour Dakar. Nous allons à la rencontre de l'incontournable Kolesso Ardo. Cette ancienne mannequin diplômée de l'école de haute couture de Paris est aujourd'hui surnommée la Coco Chanel du Sénégal. Elle signe depuis plus d'une trentaine d'années des collections au style classique. Ses créations sont à son image, un mélange d'élégance et de raffinement. Bonjour Madame Kolesso Ardo. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci de venir chez moi. Alors vous avez un surnom ici. C'est quoi? Je ne sais pas. Vous savez pas? Non. La reine du pagne tissé. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous êtes
d'accord avec ce surnom? Bon, quand on vous honore, on ne peut faire qu'accepter. J'ai envie de vous demander de m'apprendre à mettre un foulard. Oui, je Parce vais vous que l'apprendre. c'est à la mode, il est d'une couleur mais magnifique. On dirait un bleu nuit très très rare. Est-ce que vous pouvez m'apprendre s'il vous plaît, madame? Tous les soirs, Oui, je je dois m'en crois. mettre un. Est-ce que j'en avais un là? Attends, je vais vous montrer. Voilà, c'est un chapeau. Donc ça, c'est vous qui faites ça? Oui, c'est un chapeau. Là, vous prenez, vous mettez derrière. Laissez, voilà. C'est facile maintenant à faire. Et donc ça, c'est fait par vos tisserands? Oui. Vous tournez comme vous voulez. Alors là, comme vous voulez, je veux bien. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Si vous voulez tout tourner, vous tournez. Comme sinon, vous mettez comme ça. Même un Et puis vous truc mettez comme là, ça. comme ça. Je vais finir l'interview comme ça. Toutes mes collections sont là. Parce que j'ai tout fait nettoyer, j'ai tout fait ranger, j'ai tout fait... Et ça, c'est des collections de longue, de 5, 6 ans, 10 ans. Il y a des collections qui sont là qui font 10 ans, tu vois. Et je me dis, ces collections, aujourd'hui, si je prenais 2 modèles et le fabriquer et de faire des séries, j'allais le vendre. Parce que je n'ai pas vendu un modèle de ça. Ah là, à l'heure d'aujourd'hui? Là, Mais aujourd'hui. bien sûr. Et c'est des modèles qui sont toujours là et c'est de la création. Regarde, ces tissus sont chers, la création est chère, tu mets ton temps, tu fais ton amour dedans et voilà, tout est là. Toutes les collections là et ce sont des collections qui sont encore vendables. Et qui sont encore plus à la mode en 2018. C'est ça qui ça veut dire que c'est ça qui est dommage. Parce que notre bataille, enfin, la bataille de tous les créateurs, je veux dire, c'était que l'Afrique puisse avoir une unité de confection commune, où tous les créateurs africains puissent produire leurs vêtements. Je fais même mon prototype, je fais mon modèle et je fais faire des séries. Mais il y a des modèles ici qu'on peut faire des séries, on peut faire des séries avec. Il y a des vestes, il y a des pantalons, il y a des choses qu'on peut faire des séries avec. Je me lève parce que j'en vois une aussi qui est super belle. Oui, tu vois. Ça, c'est super joli. Ouais. Et celle-là aussi. Avec un pantalon. Oui, c'est avec un pantalon et une petite veste. C'est super beau. Le pantalon, il a l'air vraiment confortable. Hein. Ouais. C'est du lin dedans? Non, non, c'est le pagne tissé. C'est le pagne tissé comme ça? C'est le pagne tissé comme ça. Non, mais il est incroyable. Ça me donne envie de le prendre. Non, mais il est super bien coupé et tout. C'est vraiment un pantalon qu'on peut trouver nulle part ailleurs parce que tissé ici, fait par vos mains. Waouh! Et oui, en plus, il y a des perles dessus. Non. Oui, il y a une jupe. Ah, il y a cette veste aussi. Je peux? Qui est plus cintrée. Voilà. C'est ça qui va avec ça. Voilà. C'est ça qui va avec ça. Voilà. C'est ça qui est avec ça. J'adore. Comment vous voyez la mode dans 10 ans ici en Afrique? Bon, vous savez, c'est l'Afrique qui a la mode. Hein? Ouais. La mode reste en Afrique. Enfin, on voit tout ce qu'on crée, avec les moyens qu'on a. Tu vois? Quand je vois un défilé, je me dis non, c'est pas possible. Pourquoi on ne vend pas? Pourquoi on ne sort pas d'ici? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi? Parce que c'est nous la création. Vraiment. Ça, je le dis sincèrement. Parce que tout ce qu'on a créé a été repris ailleurs. Quand vous voyez les vax avant, les vax, c'était pour l'Afrique. On disait que bon, il faut l'amener en Afrique, c'est les pays chauds, c'est eux qui ont besoin de ces tissus-là. Mais maintenant, vous voyez les collections en Europe. Ils ont plus de moyens que nous. Nous, on fait les créations et eux, ils vendent. J'ai fait un défilé en Chine. Et quand j'ai fait le défilé, après, les Chinois m'ont offert un magasin et une unité de confection pour rester en Chine. Tu vois? Et j'ai dit non. Parce que j'ai perdu beaucoup de choses parce que par l'éducation, peut-être par la culture. J'ai voulu toujours que mon pays gagne. L'Afrique gagne dans ce que je fais. Tu vois? J'ai dit non. Et parce que je savais que moi, les tissus, c'est les tissus qui intéressaient peut-être les gens. Et une fois que je les lance là-bas et je commence à créer là-bas, c'est fini. Les tisserands, ils vont vivre de quoi? Je préférais perdre ce marché-là que revenir dans mon pays et travailler avec mes maigres tisserands et avoir ce que j'ai. Mais je ne le regrette pas. Non, je ne le regrette pas. J'ai autre chose. J'ai autre chose à la place, tu vois. Quel est votre rêve pour la mode en Afrique?
Bon, qu'on puisse nous permettre déjà les Africains croient à la mode africaine, premièrement. Deuxièmement, que nos États puissent aider les créateurs africains. Parce que souvent, on est oublié dans plein de choses. On ne parle pas de nous. Dans les aides que vous voyez partout en Afrique, il n'y a pas de créateurs, il n'y a pas de mode. L'avenir de la mode, optimiste ou pessimiste? Non, optimiste. Optimiste? Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont plus agressifs que nous. Et ils vont avancer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Dès lors, j'ai très envie d'interroger ces jeunes talents dont me parle Colesso Ardo. Sont-ils effectivement plus agressifs, prêts à se battre pour que la mode en Afrique devienne une référence et soit reconnue à sa juste valeur? Nous allons de ce pas dans l'est de la capitale sénégalaise, voir la très branchée Sally Rabikane. Cette dernière travaille avec un collectif d'artistes très tendance. J'ai hâte de recueillir leurs témoignages. Bonjour, Céline. Ça va, Noémie? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, super, merci. Cool. Bonjour, Noémie. C'est Alioune. Enchantée. Bonjour, c'est Iba. Enchantée. J'ai envie de voir ce que vous faites, moi. Oui, avec plaisir. Allons-y. Alors, on a son équipe, je vois. Oui, c'est le collectif qui s'appelle Mousse d'Autour. Mousse d'Autour, oui. Ça veut dire quoi? Les chats ne fument pas. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Donc voilà, on est dans le showroom, là où les œuvres de la marque et les œuvres collectives sont exposées, vendues, présentées. C'est super. En plus, ces Merci. idées d'écriture là en haut, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Bah, toutes ces écritures-là sont le fruit de la pensée automatique d'Alioune, qui a passé je ne sais pas combien de jours à tout écrire. Donc comme ça, dans un sol. Ouais. Et vous travaillez ici, ils vous aident aussi pour l'inspiration de vos tenues? Complètement, complètement. C'est un ensemble, on travaille beaucoup en échange, en brainstorm, c'est assez ouvert. Et vous verrez tout à l'heure quand on montera dans l'espace au-dessus, vous comprendrez comment est-ce que les choses sont faites de façon très, très organique. Lui, ses sculptures m'inspirent, Iba, ses colliers, ses accessoires, etc., dont ce sac-là d'ailleurs qu'il a créé. Je l'ai vu en rentrant, il est super original en plus. Il est cool. Donc, il est vraiment bien. Il est fait de quoi d'ailleurs? Il est fait de... Ça, c'est une chambre à air de vélo? Oui. Là, c'est de la chambre à air de vélo. Super éco, on adore. Voilà. Ça, c'est des chambres à air. Mais ça, c'est une tuyau. C'est quoi? Ah oui, les tuyaux de raccord. Oui, les raccords comme ça. Ok. Tuyaux d'arrosage. Ouais. Et tous les bijoux aussi sont récupérés. C'est récupéré. Soit dans la mer, soit récupérés partout. Et comment tu définirais ton style? Je pense qu'il est un peu décalé, très urbain, très curieux des tribus urbaines dakaroises, très curieux des courants spirituels qui, ici, ont des codes vestimentaires, des attaches, des vêtements, par exemple, ce que je porte là. Tout a une signification et tout a un rôle, et ça m'intéresse beaucoup. Et où tu vends le plus? Où je vends le plus? Je pense ici, au Nigeria, à Paris. Je pense que ce serait là-bas. C'est les derniers pays qui ont acheté pas mal de collections. Moi, quand je vois tes pièces, je les trouve très féminines et très aussi sexy. J'aime bien ce côté très futur, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui t'inspire et comment tu vois ton Afrique de demain. Et toi, tu la vois comment, justement, cette Afrique de demain? Dans 10 ans, par exemple, tu te vois où? Je la vois, quand vous parlez de ça, il y a un auteur qui me vient en tête directement, il s'appelle Felwine Sarr. Et ce qu'il a dit d'hyper, qui soulage complètement, c'est que l'Afrique n'avait personne à rattraper. Donc l'Afrique de demain, je la vois tourner vers elle-même, à s'observer, à regarder ses vêtements, ses cultes, ses usages, son art, à le transformer en histoire, en film, en cinéma, en plus de marques de mode, etc. Donc je la vois vraiment en introspection. Et tu fabriques où tous ces vêtements? Parce que tu as là-haut, forcément... à l'atelier, oui. On peut aller voir? Oui. Ça doit être top, allons-nous. Voilà. C'est super. C'est ici que les choses se passent. Et voilà, c'est l'espace qu'on se partage.
avec le collectif, cet espace de création, de réflexion, de brainstorm, l'atelier qui est là, où tous les produits sont faits. Donc voilà. Et vous êtes combien ici? Ça fluctue, mais je pense qu'on est 6 constamment, et ensuite des gens se rajoutent. Voilà. On croit en les mêmes choses, on a un attachement viscéral à la ville, et ça fait partie des choses qui créent un lien. Après, c'est pas les bisounours, hein. Mais voilà, c'est un ensemble éclectique mais cohérent. Est-ce que tu penses que quand même le Sénégal, donc Dakar, cette ville, a quand même un avantage justement sur l'art, sur l'histoire par rapport à d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire? Je pense que le Sénégal a très longtemps vu ses politiques s'impliquer et avoir des politiques culturelles claires, notamment le premier président qu'on a eu, Léopold Sédar Senghor, qui était complètement conscient que la culture, la créativité, c'est un atout stratégique et il fallait le mettre en avant. Donc ça c'est devenu une culture, ça s'est immiscé dans la ville et ça fait qu'on a l'une des plus grosses biennales du continent, ça fait que tous les 2 ans, il y a un fourmillement pas croyable, près de 400 personnes qui exposent leur art, ouvrent leurs ateliers, etc. Tu as déjà habillé des célébrités? Récemment, la dernière, c'était Beyoncé, c'était en 2016. Ouais. C'était il y a 2 ans maintenant, ouais. Est-ce que tu penses qu'une célébrité qui porte un vêtement est un avantage? Oui, c'est un avantage, ça dépend de la célébrité. C'est un avantage lorsqu'elle est très très visible, lorsqu'elle est très très influente et lorsqu'elle l'est sur différents continents. C'est un avantage certain. Après, c'est pas un coup de baguette magique. Je veux dire, la célébrité le porte, ok, mais il faut que d'autres le portent également. Il faut que le vêtement soit, lui, assez produit pour qu'une fois qu'elle l'a porté, on puisse le vendre. Enfin, il y a toute une logique derrière, quoi. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Enfin, si je me fais représenter par une agence, c'est pour avoir cet aspect-là qui fait partie de l'industrie occidentale, mais que cet aspect-là soit pris en compte également. Moi, ce que je fais ici, ça répond à mon écosystème dakarois, mais je vais avoir un pied ailleurs. C'est mon atelier. Ouais, c'est top. Voilà, donc c'est ici qu'on produit, c'est ici que les prototypes sont faits. Et voilà, c'est ici qu'on produit toutes les pièces de toutes les collections. Et tu as combien de personnes qui travaillent pour toi ici? Là, il y a 4 personnes qui travaillent ici. Tu penses qu'il faut forcément avoir une formation ou passer des diplômes pour être designer? Je pense que quand on est designer ici, on a besoin que l'aspect entrepreneurial soit hyper poussé. Donc pour ça, il y a besoin d'études. Après, une école de style, tout ça, c'est une bonne chose. Mais ce que l'environnement demande vraiment de nous, en tant que designer, c'est d'avoir un aspect entrepreneurial, quoi, de savoir vendre nos produits, de savoir se composer notre propre réseau de distribution, parce que forcément, il n'existe pas, et encore moins pour des marques comme moi. Et donc, il faut savoir faire ça, quoi. Ces personnes qui travaillent avec toi, ils ont eu des formations ou c'est toi qui les as formées? Non, c'est pas moi qui les ai formés. Ils sont arrivés formés. Ils sont arrivés... et chacun, la particularité, c'est qu'ils ont leur... Voilà, ils ont leur univers artistique. Momodou qui est là, il fait des vêtements, mais il va te faire un robot de 3 mètres. Sérieusement, un robot de 3 mètres. Il va te faire des sacs de malades. Voilà, l'idée, c'est de prendre des gens, des individus dont les intentions sont... Voilà, c'est une intersection. C'est pour ça que quand on rentre chez toi, il y a toute cette énergie, T'as pas choisi des gens par hasard. Non. On parle de spiritualité. Je pense que dans les gens que tu choisis, tu sens aussi leur karma et c'est pour ça que tu les prends. Et même leur style, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une personne qui n'a pas de style ici. Le kimono Destroy. Raconte-moi. Écoute, pur hasard, coïncidence, on avait un jean qui traînait et j'ai demandé à l'un des tailleurs de faire ce qu'il avait envie de faire et ça a donné ça. C'est plutôt cool, il va bien. Bah, quand tu as quelque chose de qualité, ça force forcément à tout le monde. Ça, tu l'attaches comme ça ou tu n'es pas obligé même? Tu l'attaches comme tu veux. Tu peux le cintrer. Non, mais il est cool. Hein. Il est vraiment cool. Puis tu vois les petites poches là. Ça, tu mets comme ça? Ouais.
J'adore. J'aime bien aussi. Ça te va bien. J'aime bien. Même avec un petit jean pour rappeler le jean là. C'est beau. J'adore. Ça, je le prends. Avec cette veste. L'autre, il Mais en sortirait même temps, hyper sur pétard. une belle femme noire, le jaune, ça peut être vraiment très beau. C'est vrai. Il y avait Très, très foncé. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est vrai. Mais le rose est beau. Le rose est magnifique avec ce satin, cette couleur qui va vers le blanc, aquatique, le nacré, là. J'ai désormais quelques pièces importantes pour mon shooting final. Mais il nous manque encore beaucoup de choses. En quittant le joyeux collectif de Célie, je m'aperçois que l'une des problématiques des pays de l'Afrique de l'Ouest, pour la mode et pour le reste, est le questionnement autour de l'ancien et du nouveau. Car, même dans ce lieu des plus hype, la thématique des racines est très présente. Ces jeunes créateurs portent en eux l'un des défis que l'Afrique doit résoudre, à savoir se définir une nouvelle identité, non imitatrice de l'Occident, à la fois respectueuse de son héritage et pour autant résolument moderne.